Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de Rabbin dans la Cité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème central dans la vie communautaire juive française, qui est la question des cimetières juifs en France. On estime environ, aujourd'hui, la communauté française à environ 300 000, 500 000 âmes. Et cette communauté est très attachée aujourd'hui à la France, de son vivant, mais aussi après son décès en témoigne. Alors parfois, c'est une volonté, parfois c'est aussi une contrainte, on le verra au cours de l'émission. Et donc, très attaché à être enterré aujourd'hui sur le sol français. Il y a de ce fait un grand nombre de cimetières juifs, certains très anciens, historiques même, et d'autres beaucoup plus récents. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir où enterrer nos proches, alors qu'il faut faire face à énormément de problématiques en France aujourd'hui sur la question des cimetières. Profanation des tombes, on en a encore des exemples très récents dans notre actualité, et puis le manque de place dans les carrés confessionnels plus anciens. Sans compter aussi la question d'ordre financier pour enterrer ses proches. Alors je voudrais commencer à présenter Rav Henri Kahn, qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour cette émission, qui est directeur de la revue Kuntras, le mensuel, depuis 35 ans, et qui était précédemment Rosh Yeshiva de la Yeshivat Rashi à Jérusalem. Et on retrouve à nouveau pour cette émission avec grand plaisir Rav Israël Meir Kremizi, depuis Montréal au Canada, Rosh Yeshiva de la Yeshiva Bet Yosef Meir, intervenant sur Torah Box et intervenant également sur la ligne d'écoute. Alors Rav Henri Kahn, je me tourne vers vous pour la première question. Et je voudrais commencer par un cas très concret pour nos internautes. Un proche décède en France, nous, faute de moyens, faute parfois de volonté aussi, de l'enterrer en Israël, parce que je veux l'avoir à proximité de moi, entre guillemets, en France. Alors je voudrais l'enterrer en France. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les points auxquels aujourd'hui il faut être vigilant? Il y a une erreur à la base dans votre question. Permettez-moi. Alors, vous faites bien, corrigez-moi. Au point de vue financier, il faut se renseigner. Probablement, dans la plupart des cas, on arrive au même résultat en termes de dépenses qu'on enterre en France ou qu'on enterre en Israël. Alors ça, c'est très intéressant. Je vais être précis. En France, la plupart des gens tiennent aux grands cimetières de la région parisienne, Pantin, Montparnasse, etc. Les prix sont très élevés. Israël, et attention, quand on envoie un corps en Israël, ce n'est pas donné. Parce que les gens vont insister pour envoyer leurs défunts ici au Har HaMenuchot, Jérusalem, ou dans des grands cimetières classiques, où la direction du cimetière, qui en général ne peut rien demander aux Israéliens, puisque c'est la sécurité sociale israélienne qui paye, alors que, donc, ils ne reçoivent pas grand-chose, alors que quand il s'agit de gens qui viennent de l'étranger, c'est eux qui fixent les prix et ils demandent beaucoup. Donc, c'est vrai, il faut savoir, en Israël, il faut savoir faire ses choix. Ne pas tenter à tout prix d'arriver à Jérusalem, ça coûte très cher, mais se rabattre, s'il y a besoin, je parle maintenant des gens qui ont des difficultés financières, c'est ça qu'on parle, se rabattre sur des cimetières plus discrets, moins grands, même de petits villages, je pense à Yesodot, je pense à Ber Yaakov, je pense à des endroits comme ça, qui proposent des places pas trop cher, pas donné, mais pas trop cher, qui font que finalement, entre les deux, on arrive au même résultat, avec une différence fondamentale. En France, ça il faut le savoir, et c'est le problème, en France, il n'y a plus aujourd'hui de cimetière de la communauté. Il n'y a plus de cimetières qui appartiennent à la communauté, sauf exception. Mais en gros, dans la région parisienne, c'est sûr qu'il n'y en a plus. Résultat, ils dépendent de la municipalité. Et la municipalité, où que ce soit, région parisienne, c'est peut-être le plus grave, mais où que ce soit, peut faire ce qu'elle veut. Elle a un certain nombre de trucs, disons les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas forcément des choses tout à fait droites. Elle a des possibilités de dire « Ah ben non, vous savez, personne ne vient plus. » Et c'est vrai que vous avez pris une place pour à tout jamais, à perpétuité, exact, mais personne ne vient. La tombe, elle est un peu fissurée. Alors vous comprenez combien de temps on va laisser les gens dans leur tombe, on les sort. Alors là, ce que vous nous dites, c'est très intéressant.
Dans les points de vigilance, j'en relève 2. D'abord, vous avez dit finalement, l'un dans l'autre, même problème financier, finalement, peut-être à peine plus cher, on peut s'en sortir avec une place perpétuelle en Israël, ce qui est quand même l'objectif, et on va revenir entrer sur les implications halachiques d'un enterrement en Israël. Et le deuxième point que vous nous dites là, c'est attention, concession perpétuelle, c'est presque un vain mot en fait, c'est de notre vivant en fin de compte. Il n'y a pas pratiquement, sauf des gens qui ont la chance de se retrouver dans un carré qui a été déclaré historique, et c'est rare, il n'y a pas pratiquement, tout le monde y passe. À 50 ans, 70 ans, 100 ans, on vide. On vide parce qu'en fait, les enfants ou les petits-enfants n'ont pas pu s'occuper de la tombe. Personne ne vient plus, même si ça a été pris à perpétuité, ce qui est rare. Mais même si ça a été fait vraiment à perpétuité, au bout de 70 ans, 100 ans, sur rien, la pierre tombale, commence à être un peu fissurée, vous comprenez, c'est dangereux pour le public, on a fait tout ce qu'il fallait, on a envoyé une lettre à qui 100 ans après, on a prévenu tout et on a déclaré, il y a un panneau qui dit, voilà, cette tombe est destinée à être vidée, et pratiquement, 100 ans après, personne n'est plus dans sa tombe. Pratiquement, personne n'y passe, tout le monde y passe. Alors, pour qu'on comprenne très bien, avant que je passe la parole à Rav Kremizi, en fait, outre, si on fait l'exception d'une famille extrêmement organisée, qui transmet l'ayant droit de la tombe, de la concession, qui transmet aux enfants, qui transmettent eux-mêmes aux petits-enfants, et ainsi de suite, et qui entretiennent de façon extrêmement rigoureuse la pierre tombale, hors de ce cas-là, qui honnêtement peut-être arrive extrêmement rarement, là il y a le problème que vous soulevez. J'aimerais, si ça ne vous dérange pas, illustrer ce qu'on vient de dire. Et ensuite on va vers Rav Kremizi. Il y a un juif qui s'appelait Rav Mordechai Karmi. Rav Mardoché Crémieux. De là, l'illustre famille Crémieux du comtat venessin. Il est mort en 1825. Ce Rav était quelqu'un d'extrêmement important. Il l'est encore de nos jours, parce que la halakha est fixée. J'ai regardé, j'ai fait une petite recherche vraiment rapide dans un ouvrage célèbre, le Mishnah Bura. Le Mishnah Bura rapporte le Rav Karmi 144 fois, ce qui est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Il était en discussion avec le Chida. Il a écrit un livre contre le Chida. Le Chida, on ne savait pas tout de suite, il a su après coup, il a écrit un livre pour répondre aux remarques du Rav Karmi. Le Rav Karmi a écrit un livre à nous, toute une discussion, et quelqu'un de très important qui, jusqu'à ce jour, vient et nous dit comment nous conduire. Ok. Et j'ai fait un dossier dans le cadre de Kuntras sur le comtat venessin et j'ai cherché un peu des illustrations, un minimum. Bon, je me suis dit, au moins la tombe. J'ai envoyé un mail au rabbin, il m'a répondu de suite. Bon, je vais voir. Ah ben, vous savez, le cimetière a été détruit. Et vous savez... En France. En France, et à Aix-en-Provence. Il est mort à Aix-en-Provence. Et vous savez, les tombes ont été prises et ont été envoyées en Terre Sainte. Où ça? À Afula. J'habite là-bas aujourd'hui et ça nous intéresse beaucoup de retrouver des restes funéraires du Mahamar Mordechai et du Rav Karmi. Bon, ok, alors ça fait déjà 4 ans, 5 ans que je cherche. Là, je suis tombé sur une historienne Goya, non juive, d'Aix-en-Provence, qui m'a envoyé sur 2 descendants directs du Rav Karmi. Ben voilà, et on est bon. C'est vrai, 1825, 2020, ça fait beaucoup de temps, ça fait 2 siècles. Mais ils sont, bon, je ne sais pas si c'est des gens qui sont pratiquants. Peut-être oui, j'en sais rien. Mais ils n'ont aucune idée, aucune notion. Maintenant que je commence à leur poser des questions, ils se rendent compte, ah, mais c'est vrai, où est notre C'est pas non plus si vieux. C'est pas non plus si vieux, c'est 200 vieux, mais surtout ans, c'est pas énorme à l'échelle d'un cimetière. Ce n'est pas Paris, c'est Aix-en-Provence. C'est Aix-en-Provence. Là-dedans, il y a tout un truc, on va pas rentrer dans les détails. Bien sûr, mais on a compris en tout cas le message global. Qui est, attention, concession perpétuelle, en fait, c'est à l'échelle de la vie des descendants, quoi. C'est un petit peu ça. Si eux s'y mettent, on peut espérer quelque chose. S'ils ne sont pas, qui c'est qui peut garantir que 100 ou 200 ans après, il y a encore des descendants qui soient conscients et qui se sentent concernés? Personne n'a ça. Donc, stupéfiant. Il faut bien réfléchir. Bien sûr. Merci beaucoup, Rav Kahn. Alors, Rav Kremizi, merci de votre patience. Est-ce que sur les points de vigilance
auxquels il faut veiller lors d'un enterrement en France? Est-ce que vous avez des points à rajouter, des points à compléter? Et puis aussi, si vous pouvez nous faire une vision rapide de la situation outre-Atlantique, est-ce que ce cas des concessions perpétuelles qui ne le sont pas réellement se reproduit également aux États-Unis, au Canada, ou est-ce que c'est un problème vraiment français? Euh, Tout d'abord, je pense que c'est un problème beaucoup plus en France. En Amérique, les cimetières appartiennent aux communautés. C'est-à-dire, on va prendre le cas à Montréal, a été acheté par le baron de Hirsch, plus de centenaire, où il y a des tombes déjà depuis 1850. Il y a des tombes, on ne peut pas les déterrer. Et ces problèmes que vous vivez à Paris, au cimetière de Pantin, où énormément de tombes sont malheureusement, les ossements sont repris, comme l'a expliqué le Rav, qui est vraiment très difficile à imaginer que nos arrière-grands-parents qui étaient en France se retrouvent dans une fosse commune un beau jour, on ne sait plus qu'est-ce qui arrive. Et ça, c'est abominable, rien qu'à imaginer le tsahar de ces Neshamos, de ces familles qui doivent le voir. Par rapport au coût, il est bien sûr difficile d'imaginer qu'on arrive à quelque chose de similaire. Dans le coût, quand on barminam, on perd quelqu'un, alors il n'y a pas seulement le coût de la tombe, il y a aller en Israël ou être en Israël, passer 3-4 personnes, des fois un billet d'avion, et ça peut arriver à des frais qui sont beaucoup plus grands. Mais je pense que le point, véritablement, d'après ce que le Rav Kahen nous dit aujourd'hui, on n'est plus dans un problème ici financier, dans un problème qui est halachique véritablement. Est-ce qu'il est permis ou interdit de se faire enterrer dans un cimetière où on sait qu'après X montant d'années, on va être pris et on va être malheureusement mis dans une fosse commune. En Amérique, il y a quelque chose qu'on a un petit peu moins peur de la mort, et il y a énormément d'arrangements funéraires qui sont créés depuis un âge très jeune, où les gens peuvent ne pas laisser cette charge à leurs enfants ou à leurs petits-enfants ou à leur mari ou à leur femme. On sait qu'à Strasbourg, par exemple, une fois, j'avais parlé avec un rave et qui m'avait dit que au début du XXe siècle, même au XIXe siècle, le jour du mariage du Khatan et de la Kala, on leur faisait acheter et s'engager sur un caveau familial où ils allaient s'enterrer. Ça donne Chaim Aruchim. Ça veut dire qu'en France, quand on parle de mort, on parle de cimetière, les gens, ils ont cette crainte comme quoi ils vont mourir demain. Et ça met des frais énormes sur les enfants. Et alors, quand il y a des frais qui arrivent, on essaie de couper un petit peu le maximum que l'on peut et on fait des décisions hâtives sans vraiment réfléchir aux conséquences qu'elles vont nous être données. Je pense qu'une émission comme aujourd'hui, faire comprendre aux gens que la mort, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, c'est une réalité, se prendre à l'avance. Bien sûr, je n'ai pas dit à 20 ans, mais par exemple, Rabbi Nachman de Breslev disait qu'à l'âge de 40 ans, un homme devrait déjà commencer à réfléchir à son avenir. Où est-ce qu'il veut? C'est quoi ses dernières volontés? Prendre des préarrangements de façon à ce que nos enfants ne vont pas avoir ce lachat sur eux. Et si vraiment les parents ont la volonté de se faire enterrer en Eretz Israël, peut-être participer, commencer à payer quelque chose pour ne pas qu'au moment, Dieu préserve de la venue, on espère le plus tardivement possible, il arrive comme une bombe sur certains enfants qui n'ont pas toujours les moyens et qui doivent arriver à des conclusions que très souvent les parents n'auraient jamais voulu, n'auraient jamais accepté. On parle très souvent de caveaux, on est enterré l'un sur l'autre. Si vous allez à Nice, c'est non seulement pour 100 ans, c'est des gens 4, 5, 6 personnes l'un sur l'autre, avec des questions à l'achrique permis, hommes et femmes mélangés, qui est vraiment très compliqué, et que avoir de la prévention sur ce sujet, être ouvert avec ce qu'on veut, en parler à nos enfants, parler avec ce qu'on veut pour éviter déjà le maximum de conflits familiales ou même de stress financier sur les familles. Merci Rav Kremizi. Rav Ken, vous souhaitez ajouter un mot? Oui, je voudrais ajouter, parce qu'on parlait en fait de vigilance, mais on n'a pas fini de tout dire. Bien sûr. Il y a encore des choses à dire. Disons, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut. Premièrement, il faut dire que les cimetières essayent au maximum de vendre des places à des concessions de manière provisoire. C'est moins cher, 30 ans, 50 ans.
Ça, c'est la tendance des cimetières, des directions des cimetières, donc des pompes funèbres, qui vont dire « Ah ben, vous savez, 50 ans, c'est extraordinaire ». C'est interdit, c'est archi faux, c'est totalement exclu. La tombe doit être une tombe à tout jamais, jusqu'à ce que on ait droit à ce que les morts reviennent. La résurrection des morts. Ok, mais en attendant, on est obligé de penser, de réfléchir d'assurer une tombe à tout jamais. Maintenant, ce dont nous parlons ici, c'est la région parisienne. C'est vrai également dans d'autres villes en France. Par contre, il y a des communautés où on est arrivé à des aménagements. Lyon, Marseille, il y a des choses qui sont faites. Je ne sais pas, je ne peux pas être garant, moi, que suis-je et qui suis-je, que ce sont des aménagements à tout jamais, mais en tout cas, il y a des choses qui ont été améliorées. Ok. Par contre, en Alsace-Lorraine, Alsace, c'est clair, la Lorraine, il faut voir où, mais dans la plupart des villes de Lorraine également, le régime est différent et les tombes, les cimetières sont, le Rav Kirmezi en a parlé, les cimetières appartiennent aux communautés et là-bas, le repos est un repos éternel. Entre parenthèses, ma famille vient d'Allemagne, mais après la Shoah, qu'est-ce qui peut rester déjà là-bas? Ce n'est pas vrai. En Allemagne, le cimetière d'un petit patelin d'à côté de Trèves, où ma famille repose depuis quelques siècles, tout est là. C'est fantastique. Eux, même les Allemands, ont un sens du respect des morts, il faut croire. Hein. C'est marrant. Bon, évidemment, vous allez me dire, les Allemands... Oui, bon, okay. Ils voulaient faire un peu des Juifs un musée. C'était peut-être pour ça, les pièces de collection. Quoi. Je ne viens pas lancer des fleurs aux Allemands. Ils ne méritent pas. Mais au moins ça, il y a chez eux. Alors qu'en France, c'est catastrophique. Réfléchissons un instant. Nous savons tous qu'en France, ont vécu les ballets Tosfot. Rachi, et là, les deux générations, les 2 siècles après lui, ce qu'on appelle les baalei Tosfot, les tosafistes. Dites-moi, vous avez une tombe, une. Les tosafistes, il y en avait des centaines. Leur famille, c'est des milliers, des dizaines de milliers de gens. Vous auriez par hasard une tombe, je ne demande pas plus, hein, une tombe à me montrer qui date des tosafistes? Rien. En Allemagne, il y a le Maharam de Rothenburg. Bon, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup plus. Il y avait tout de même beaucoup de tosafistes en Allemagne, mais au moins il y a le Maharam de Rothenburg et quelques grands de cette période-là. En France, rien. Tout a été détruit, vandalisme, parce que c'est du vandalisme pur et simple. Bon, c'est ça l'esprit français, on ne comprend pas, aucun respect des morts, aucun respect, aucune idée de ce que ça peut signifier pour nous, et aucun respect pour les gens, pour nos morts. Et c'est horrible. Pour nos morts et pour les morts en général, parce qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est que ça ne s'applique pas à la communauté juive. C'est une mesure universelle, c'est-à-dire, finalement, c'est des croyances, la société, on parle de laïcité, mais là, ce n'est pas une question de laïcité, je pense que c'est une question d'athéisme, il faut le dire. Donc, ça ne nous regarde pas, et finalement, on gère ça comme un stock dans un supermarché, par exemple. Tout à fait. En termes de vigilance, je crois que c'est le moment aussi d'ajouter encore un autre point. Oui. La tendance en France est, partout dans le monde, à la crémation. On incinère les restes funéraires. En France, ça commence à augmenter très sérieusement et on n'hésitera pas non plus à conseiller aux gens, écoutez, vous avez qu'à incinérer, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus écologique. Il faut le savoir, il faut le dire, c'est totalement interdit par la halakha, la manière la plus absolue possible. C'est une solution qu'il faut totalement repousser. Est-ce qu'on peut faire un point halachique sur ces problématiques? Quelqu'un enterre un proche, prend une concession perpétuelle, s'assure de son vivant de bien transmettre à ses enfants et ses petits-enfants les droits sur le caveau funéraire, s'assure aussi, avec peut-être des systèmes d'assurance, de la partie financière de la gestion de la tombe. Finalement, moi j'ai fait ma Ishtadlout. Après, est-ce que c'est pas aussi, d'une certaine façon, à Hachem de continuer à gérer par le truchement de mes enfants, de mes petits-enfants, enfin de mes descendants finalement, toutes ces questions-là? Est-ce que moi j'ai une responsabilité? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous posez une question intéressante. Ça veut dire, on va prendre par exemple les baalei Tosfot. Ils ont été enterrés en France, et sûrement qu'à l'époque, on peut juste prendre un exemple où ils ont dû s'assurer d'avoir toutes les précautions possibles, halachiques, permises, et qui étaient à leur époque
de s'assurer l'éternité de la Kevura. Maintenant, dans les siècles passent, il y a un roi, il y a un président qui change des lois. L'homme, il n'est pas méchouillable de faire plus de ce qu'il y a Ba'asher Usham, au moment où il signe, au moment où il se fait enterrer, au moment où il fait ce qu'il a à faire, de prendre toutes les mesures qui lui sont données par rapport à ce qu'il voit. Le Chacham, le Dayan ne peut seulement voir ce qu'il voit présentement. Mais à partir du moment où on sait, principalement, et on sait avec certitude que même si une personne prend des précautions, il y a des moyens de pouvoir bifurquer ces précautions. Ce n'est pas un cas, ce n'est pas deux cas, mais ce sont des dizaines de personnes qui vous disent qu'ils ne retrouvent plus leur mort. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui a été enterré à Pantin. Sa famille revient à peu près tous les 5-6 ans en France, qui n'est pas terrible, ils habitent en Israël, et un beau jour, ils reviennent et il n'y a plus de tombe. Mais la mamie dit, mais je connais, je me rappelais où il était enterré, il était ici, je ne vous parle pas de 20 ans, je ne vous parle pas de 30 ans, je vous parle entre 4 et 6 ans, et la tombe a disparu. Et la grand-mère est devenue folle que la tombe de son mari a été vandalisée, comme le Rav Khan a dit, le mot saccagé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un cas de Ishtadlout, on est dans une réalité où il y a de l'argent à faire, et vu qu'il y a de l'argent à faire, on se sert de tous les moyens possibles pour en gagner plus d'argent dans les mains de certaines personnes. Alors, il y a un proverbe français qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça veut dire que tu sais que ça va arriver. Ils disent « bon, ben, Mina Shamaïm », je pense qu'aujourd'hui, ça dépend plus du miracle véritable de pouvoir rester que de la Ishtadlout véritable. Donc, on a des questions halachiques véritables plutôt que de Ishtadlout, de ce qui va se passer dans 100 ans. Je pense que là, on est en train de parler de problèmes qui vont arriver dans 20 ans. Les gens font leur aliyah, ne peuvent pas venir fréquemment, et là, en espace de 4-6 ans, il se passe des choses où les parents peuvent disparaître de certains cimetières et à des très, 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 très courts termes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus de la Ishtadlout, mais c'est de la réalité, donc quoi, il faut prendre en compte. Pourquoi finalement la communauté ne se prend pas en charge, peut-être ces institutions ou la communauté, un peu ce qui a été fait avec le Concordat en Alsace ou l'exemple que donnait Rav Kremisi aux États-Unis. Pourquoi la communauté ne s'organise pas pour créer de nouveaux cimetières et avec les bonnes solutions? La communauté, peut-être que la communauté y serait prête. Mais le problème, c'est que la municipalité ne veut pas. Je m'explique. C'est vrai partout dans le monde. Les municipalités n'ont pas envie d'accorder des nouveaux terrains pour les cimetières, en disant qu'il y aura bientôt plus de place. C'est vrai en France, je crois que c'est vrai ailleurs, c'est vrai en Israël. On est en train de vivre cette crise-là également. En Israël, il ne faut pas croire que tout est, il ne faut pas penser que tout est facile, que tout est réglé, c'est faux. Il y a depuis quelques années, et justement ces temps-ci, la crise a éclaté, il y a toute une, je prends l'expression, toute une manipulation qui provient de responsables dans ce domaine-là, qui consiste à dire, il n'y a plus de place, qu'est-ce qu'on fait? On va construire des cimetières en étage. Vous rentrez à Jérusalem, vous verrez, je viens de le faire. Qu'est-ce qui se passe à Givat Shaul? Ouais. Vous allez voir, on a fait des étages. 1, 2, 3, 10 étages, un truc immense. On coûtait des fortunes. Que disent... Alors, quel est l'intérêt? C'est évident. Au lieu d'enterrer une personne sur une place, on enterre en étage. Autant de faire qu'on peut, on gagne une place énorme. Maintenant, les rabbanim disent non. Non, ce n'est pas la manière. D'abord, les corps ne sont pas en terre. Ils sont dans des boîtes en béton. Ils mettent un peu de terre, liée à la terre elle-même. Ok. Les rabbanim disent non. Mais là, maintenant, il y a toute une crise qui a éclaté, avec toute une déclaration commune de la plupart des grands rabbanim, et il s'avère que les rabbanim de la génération d'avant l'ont dit également, mais je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas été su. Donc, même en Israël, il y a un problème, il faut savoir, si on vous propose, et on va vous le proposer, d'enterrer vos morts dans ces endroits-là, bon,
Shelat Racham, demandez à votre Rav ce qu'il en pense. Ici, les Gdolim, les grands de la Torah, disent non. Ok. Donc, c'est pas seulement en France, c'est également vrai ici. Cette tendance-là, nous pensons que c'est une manipulation, pas beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, il reste des cimetières classiques, enterrements dans le sol, comme on l'a toujours fait. S'il y a besoin d'adresse, bon, hors micro, je peux en livrer. Mais en tout cas, ce n'est pas non plus le paradis en Terre Sainte. En France, en tout cas, les municipalités, la loi veut qu'on n'ait pas le droit d'ajouter des nouveaux cimetières. En revanche, il y a des cimetières où il y a encore de la place. Je pense à Thiers, en particulier dans la région parisienne. Dans le Val-de-Marne. Il y a encore de la place. Mais dans des carrés. Hein. On ne parle pas d'un cimetière juif. On parle d'un cimetière municipal, un carré confessionnel, avec tout ce que ça signifie comme risque qu'un jour ou l'autre, la municipalité peut dire, bon, hein, on vous a permis ça, maintenant c'est fini. On ne vous laisse plus, on reprend. Il y a eu des cas de cet ordre-là dans le passé. Thiers, c'est vrai, à Thiers, il reste de la place. C'est aussi vrai à Valenton. Il reste de la place. Mais le gros problème est que les gens, je ne sais trop pourquoi, des raisons sentimentales, mon oncle, mon grand-oncle et ma grand-mère sont enterrés à Pantin. On va aussi enterrer ceux proches à Pantin. C'est une erreur dramatique. Parce que là-bas, on est sûr que les services municipaux, un jour ou l'autre, sortiront les corps. Et il y a beaucoup de chances. Regardez, un des cimetières de la région parisienne, important, le plus important, dit officiellement, nous avons 200 000 places. C'est grand, 200 000 places. Et nous avons déjà accueilli 1 million de morts. Oui, c'est Pantin, je crois. C'est Pantin, oui. Je crois que c'est Pantin. Ça veut dire quoi ? 200 000 places et 1 million de morts. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur chaque place, en moyenne, on peut discuter un petit peu, mais en moyenne, sur chaque place, il y a déjà 5 personnes qui sont passées. Pas l'un sur l'autre. On a laissé 10 ans, 20 ans, 5 ans. L'une à la place de l'autre. On sort, qui sort ? Est-ce qu'on a tous sorti ? Tout le monde sait, les gens du milieu vous le diront, il y a toujours des restes. Des os comme ça et des os comme ça. C'était des juifs ? Ah ben non, hein, avant c'était des... Maintenant c'est un carré juif, avant ça n'était pas. Donc c'est dramatique, c'est clair. Chaque place où vous mettez un mort, ce n'est jamais une place nouvelle. C'est une place ancienne où il y a déjà eu 4 ou 5 morts avant le proche que vous allez mettre là. Vous êtes sûr que c'est correct ? Vous êtes sûr qu'on a le droit ? Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut... Et de toute façon, on ne peut pas vérifier ce qu'on a enlevé, soit. Mais est-ce que vous êtes sûr de la cache-route de la chose ? C'est sûr que non, c'est évident que non. C'est ça la situation. Mais il n'y a rien à faire. Les municipalités sont contre et ils n'ont pas le droit. Et dans le temps, la communauté orthodoxe de Cadets s'est intéressée à cela. Ils ont travaillé pendant 10 ans pour avoir un nouveau cimetière qui était à Roissy en France. Entre-temps, c'est devenu d'ailleurs un des aéroports de Paris. Et au bout de 10 ans, il y a le préfet qui leur a dit, écoutez, finalement, après tout ça, 10 ans de travail, je suis désolé, mais c'est contre la loi, on ne peut pas. Échec. Ça n'a pas marché, c'est impossible, et ça n'a pas changé. Et a priori, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à qui parler dans ce domaine-là. Surtout pas avec les Verts aujourd'hui qui sont beaucoup plus forts. Je parle des écologistes. Oui, il y a une question aussi sur le... Ils sont beaucoup plus à cheval aujourd'hui, beaucoup plus forts aujourd'hui. Notamment, on reste là, vous parlez de Paris où le parti vert, écologiste, Europe Écologie Les Verts, ELV, est très présent à la municipalité. Alors, Rav Krimizi, on en a un peu parlé, mais maintenant je commence avec vous et puis Rav Kahn complétera s'il le désire, sur une autre question de halakha qui est le problème d'un carré mixte. Alors voilà, un proche est enterré dans un de ces grands cimetières parisiens ou d'ailleurs d'une autre agglomération française. Et puis, il y avait une place et c'est dans un carré mixte. Alors, il y a une tombe chrétienne à côté, par exemple. Est-ce que c'est un problème ? Mon proche, il est en terre, après tout. Tout d'abord, il faut comprendre que la dernière demeure d'une personne, on espère, c'est ça le débat qu'on a aujourd'hui, c'est pas pour 5 ans, pas pour 10 ans. On espère d'abord que on l'enterre et que Mashiach vienne et qu'on a trié à Tamétim et que c'est instantané.
mais la terre fait partie intégrale du passage de l'âme, du corps à l'âme, vers le Olam Haba, vers le Gan Eden, Vechiper Admato Amo, la personne à la Fartashuv. La Torah nous parle de l'importance du corps de revenir à la terre. Et que même, la Gemara dit que les grands tzadikim, qui ne se détériorent pas et que leur corps il reste entier, il y a un certain moment, juste avant Triyat HaMetim, qui vont devoir se détériorer et revenir à la terre pour pouvoir de nouveau être créés. Donc ça veut dire qu'il est très important de comprendre que ce n'est pas juste qu'on les garde en terre en attendant quelque chose. La terre fait partie intégrale de la nécessité de notre corps qui est venu de la terre, qui va revenir à la terre, qui va, Bet Hashem, très sous peu, nous espérons, Triyat HaMetim pour les tzadikim, d'après tout le monde, se relever. Il y a un certain passage. Et en attendant, on se trouve avec quelqu'un qui est, on ne sait pas qui, un homme, une femme, un rachat, un tzadik. Et avoir quelqu'un à côté de nous qui n'est pas du même niveau que nous, qui n'a pas la même croyance que nous, c'est une souffrance pour l'âme que nous n'avons pas d'idée de ce que ça représente. C'est marqué dans le livre de Gemara, c'est marqué dans les Chazal, que certains, des fois, des pièces qui étaient tombées dans les cimetières, des petites choses, on sait à combien on fait attention que chacun se fait enterrer exactement pareil, avec les mêmes linceuls, avec les mêmes halachot, avec tout le même rituel pour ne pas changer. Chas v'shalom, avoir une personne à côté de nous qui n'est pas de notre même religion, un juif par exemple, avec un goy, le tsar, la souffrance que ça apporte à cette personne, ça l'empêche de monter au Olam Haba, ça l'empêche d'arriver proche d'Ashkina d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir des questions pécuniaires et d'argent. Il y a des personnes que toute leur vie, ils ont travaillé pour pouvoir arriver à accomplir les mitzvot extraordinaires. Il y a des fois des gens, ils vont pas faire attention à où on enterre leur père, mais par la suite, ils vont acheter un Sefer Torah qui va coûter $100,000 avec une fête qui va coûter X montant d'argent en pensant qu'on a fait du bien à la neshama de la personne. Mais la neshama de cette personne, elle est en train de souffrir journalièrement à chaque seconde de sa vie d'être enterrée avec quelqu'un qui n'est pas malheureusement à la hauteur qu'elle devrait. On sait que même les tzadikim, non seulement ils ne voulaient pas être enterrés à côté des goïms, non seulement ils faisaient attention avec qui étaient leurs proches, c'était leur chavruta, ils disaient qu'ils vont avoir pour le reste de l'éternité pour pouvoir vivre avec. C'est pour ça qu'on doit se réfléchir quelques secondes. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut se faire du bien à nous-mêmes? Parce que moi, ça va m'être plus facile de pouvoir aller pèleriner mon grand-père ou ma grand-mère ou mon oncle ou ma tante avec une facilité qui est de venir en plein cimetière de Paris ou en plein cimetière de Marseille, ou bien véritablement faire ce qui est la meilleure et ce qui est la chose à faire pour ce niftar. C'est possible que tu ne vas pas le pouvoir le pèleriner à chaque Yahrzeit, mais une chose qu'elle est sûre, savoir qu'il est dans un cimetière, s'il était Shomer Shabbat, que tous les gens à côté de lui sont Shomer Shabbat. Ça veut dire que c'est notre vie où on peut vivre des dizaines d'années. Il y en a qui vivent là-bas, ça fait des centaines et des millénaires. Et malheureusement, ils continuent à souffrir à cause qu'ils n'ont pas eu cette réflexion au moment où la famille l'a enterré, l'a mis sous terre pour pouvoir se poser la vraie question. Qu'est-ce que je veux? Je veux me faire du bien ou je veux donner du nachadrouar à cette personne, à ce défunt, lui donner le mérite qu'il mérite. Et ça, c'est Béhémet, véritablement la question qu'on doit se poser avant de prendre chaque décision, avant de réfléchir à l'argent, avant de réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire, à qui on a une obligation et envers qui j'ai des obligations et qu'est-ce que je recherche. Mon plaisir, mon besoin ou le besoin de cette personne qui va être enterrée. Merci Rav Kremizi. Je pense qu'effectivement là, vous avez tous les deux très bien abordé la partie financière. Et je vais vous poser une dernière question là-dessus, à savoir que finalement, au-delà de voir le paiement ou la dépense, il y a aussi une question d'investissement. Essayez de se rappeler d'Abraham qui n'a pas hésité à payer très cher la place pour son épouse Sarah. La question quand même financière reste pour des familles avec peu de moyens.
qui souhaitent soit enterrer un proche, on va dire en Eretz Israël, on va prendre cet exemple-là pour nos internautes, ou même qui souhaitent exhumer un proche qui a été enterré en France pour le transférer en terre d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, Rav Kahn, il y a des solutions qui existent, peut-être des fonds de collecte? Alors, on voit énormément sur les réseaux sociaux en ce moment de collectes individuelles qui émergent. Voilà, je veux enterrer mon proche en Israël, ou même parfois en France, faute de moyens, ainsi de suite. Alors, Rav Kremisi parlait beaucoup de la prévoyance, et je pense que là, c'est un message très important que vous avez fait passer, qui est que chacun, individuellement, doit prévoir pour sa propre personne son avenir, finalement. Mais au-delà de ça, confronté à un cas d'absence de moyens, est-ce qu'il y a des solutions communautaires, par exemple, qui peuvent être mises en place? Je crois que d'abord, il faut préciser une chose que les gens préfèrent ne pas savoir. La commune de Paris et ailleurs aussi, elle propose aux indigents des solutions. Elle consiste à quoi? Elle consiste à 5 ans de tombe. On offre gratuit 5 ans de tombe, et au bout de 5 ans, c'est l'incinération automatique. Ça veut dire que même si au bout de 5 ans, quelqu'un prend cette solution et se dit, bon, voilà, j'ai 5 ans pour réunir les fonds nécessaires. Ok, mais d'un autre côté, ça sera, au bout de 5 ans, si c'est loupé, ça sera l'incinération automatiquement. D'accord, ok. Et dans ces carrés, pour autant que je sache, dans ces carrés d'indigents, c'est mélangé, juif et goy. Ok. Alors que, c'est pas à moi de le dire, mais alors qu'aux États-Unis, quand il y a des cas pareils de gens pauvres, la communauté est présente. Ok. Alors, et la communauté chez nous. Alors là, il faut dire qu'il y avait dans le temps un juif remarquable, qui s'appelait Yaakov Tedesco. Un juif parisien, on a tout oublié, son nom, sa famille peut-être pas. Ce juif-là, un Italien à la base, Ashkenaz, qui est venu à Paris, qui avait une grande galerie d'art importante. Il y a encore des tableaux avec un tampon de la famille Tedesco. Ce juif-là a fondé, il a fait beaucoup de choses. Tedesco veut dire allemand en italien, d'ailleurs. Exact. Il a fait beaucoup de choses. Entre autres, un Dafayomi, avant le Rav Shapira. Pas grave. Ok, à Paris. Entre autres, il a mis sur pied une fondation et il a acheté des tombes communes pour les indigents. Ça s'appelle Terre Promise. Et il y a jusqu'à ce jour des restes des tombeaux communs que cette famille a achetés dans le temps. Mais le problème, c'est que ça s'est dissipé. Le problème, c'est que les responsables ont disparu avec la Shoah, d'ailleurs, et que ça a été repris et ça a été profané. Ce qui fait que ce qui a été fait pour les indigents, aujourd'hui, vous comprenez, alors il faut payer. Ou alors, vous comprenez, il faudrait payer, mais c'est plein. Et puis, la municipalité, elle menace de reprendre comme toute chose, comme toute bonne chose dans les cimetières. Oui, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent. Donc, il y a un laisser-aller. Il y avait des gens remarquables, qui ont pris ça en main dans le temps. Aujourd'hui, ça a été repris par un groupe X, je ne dirais pas lequel, et c'est catastrophique. Cette solution n'existe plus alors que c'est un Hekdesh. C'est un truc qui a été fait comme il faut pour aider ces gens qui étaient sans argent. Et puis vous comprenez bien, on n'a pas d'argent, etc. Un laisser-aller total de la part de la communauté pour ne pas dire plus. Et on pourrait dire plus, mais je ne le ferai pas. Donc, si vous posez la bonne question, les réponses, si on voulait, on pourrait commencer à en trouver. Mais, vous comprenez, c'est difficile, on n'a plus d'argent, ça a été repris par d'autres. Tedesco, disons-le au passage, Tedesco a aujourd'hui en Israël 3000 familles orthodoxes qui descendent de lui. 3000 familles, dont les Neuwirth, les Bamberger, le Rav de Metz est un descendant. Un truc fantastique. On voit l'importance. Toutes ces filles, il les a mariées avec des fils de grands rabbinim allemands. Rav Hirsch,
Rav Wexler, etc. En tout cas, quelqu'un avait voulu faire quelque chose et il a réussi et il a sauvé beaucoup de tombes de cet ordre-là, beaucoup de gens d'une tombe commune et donc d'un résultat de cet ordre-là. Malheureusement, la communauté lève les bras et personne n'est là pour s'en occuper. Adrapa, c'est au contraire. Grâce à ce qu'on s'est dit là, quelqu'un se réveille et veut faire quelque chose. Vakasha, mon adresse est connue, le mail de Kuntra est connu, on peut faire quelque chose. On peut essayer de faire quelque chose. Alors on va l'afficher à l'écran. Rav Kremizi, s'il vous plaît. Je voudrais juste terminer sur une note optimiste en disant, en racontant une petite histoire. D'abord, à Montréal, puisque j'habite Montréal, nous avons un carré qui a été acheté par le baron de Hirsch, ou pour toutes les personnes qui n'ont pas d'argent, peuvent se faire enterrer gratuitement. Nous avons une famille à Perman, la famille qui s'occupe de ce cimetière, n'a jamais refusé personne d'enterrer gratuitement dans plusieurs cimetières. Donc, Baruch Hashem, sur ce niveau-là, extraordinaire. Je voudrais finir avec une histoire du Rav Diamond. Il raconte qu'il y avait un jour un Avrer Kollel qui est passé de New Jersey à New York et en revenant de New Jersey, il y a une tempête de neige. Donc, il cherche un hôtel et il ne trouve pas d'hôtel et il se fait obligé de s'arrêter dans un hospice de vieux pour pouvoir passer la nuit. À l'hospice de vieux, il demande, il vous resterait une chambre, il y a une tempête de neige, on lui accorde une chambre et le matin, il se lève et il prie et un des gardiens, il dit, vous êtes juif? Il dit oui. Il dit, ben voilà, hier soir, nous avons un homme qui est décédé et qui a demandé d'être enterré d'après le rituel juif. J'aimerais, si c'est possible, que vous vous occupiez de ce corps. Donc, le Rav lui dit, vous n'avez pas de problème, mais il n'avait pas en tête que ça voulait dire qu'on allait lui transférer le mort dans sa voiture. Donc, il se retrouve avec un mort derrière sa voiture et il cherche de ville en ville où l'enterrer. Bien sûr, on lui demande 10 000 euros, 15 000 euros. Je sais qu'on lui apprend que dans telle ville, à quelques kilomètres, il y a un carré juif qui a été spécialisé pour les personnes défuntes et qui n'ont pas d'argent. Il va là-bas et il demande est-ce qu'il peut avoir une place et il donne les papiers au gardien. Au moment où il donne les papiers au gardien, le gardien est abasourdi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous savez, le carré que nous avons ici pour les personnes démunies de moyens a été acheté en 1950. Et vous savez par qui? Ni plus ni moins par ce défunt que vous avez apporté. Il avait acheté en 1950 200 places en disant que des Juifs qui allaient revenir de l'Europe avec très souvent très peu de moyens n'auraient pas d'argent pour pouvoir se faire enterrer d'une façon juive et sans avoir à dépenser énormément d'argent. Et Akadosh Baruch Hu a été nistovev, que cet homme-là est mort dans un hospice de vieux, une tempête de neige, pour que ce Rav le trouve et l'apporte exactement dans le carré où lui-même il avait acheté. Am Israël a très souvent, Baruch Hashem, des actions extraordinaires. Ce qu'il faut, c'est très souvent juste le ressouffler dans les oreilles, les mitzvot qu'on a besoin. Et Am Israël Kadosh, avec un petit peu de souffle de vie, alors on va les raviver. Cette flamme que nous avons et que nous avons chacun de nous et que nous voulons pour nous tous et que je suis sûr que sur notre émission, on va réveiller un petit peu le corps de nos frères, le cœur de nos sœurs, le cœur de nos communautés à reprendre en main ce qu'ils auraient jamais dû lâcher et que Akadosh Baruch Hu leur donne Siyata Dishmaya, l'aide divine pour pouvoir ne pas laisser tomber nos parents, nos grands-parents, nos frères et nos sœurs qui sont véritablement l'avenir et le passé et le futur du peuple juif. Abiad Goel, Bimera Biamenu. Amen. 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 Rav Kremizi, Rav Kahn, merci beaucoup pour cette émission. On espère qu'elle va permettre de faire bouger vraiment les lignes sur ce sujet vraiment crucial. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. Si vous avez des commentaires ou des propositions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire en bas de cette vidéo. Kol Tov. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box,
c'est du judaïsme sur mesure pour vous.